Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'avais tant d'impatience à vous filmer. C'est la vidéo de mes livres préférés en 2019. Pour vous dire ce qu'a été mon année 2019 en termes de lecture, il faut savoir que j'ai lu moins en 2019 que je n'ai lu en 2018. En 2018, j'ai lu 110 ou 111 livres. Et j'en ai lu quasiment 20 de moins en 2019, donc voilà, je n'ai pas réussi à atteindre les 100 romans. Je dois en être à 91 ou 92, quelque chose comme ça, mais bon, c'est tout à fait honorable quand même. Et puis je ne me fixe pas de challenge, je ne me fixe pas de nombre en fait. Quand une année commence, je me dis pas tiens, il faut que je lise tant de livres, voilà. Je faisais peut-être ça au début, je me mettais peut-être la pression au tout début que j'avais ma chaîne, mon blog, tout ça. Mais ce n'est plus du tout d'actualité, je préfère grandement et de loin prendre plaisir à lire les livres qui me plaisent à l'instant T plutôt que de me challenger avec des chiffres à n'en plus finir. De quelle manière va s'organiser cette vidéo? Bah écoutez, je vais vous faire le même principe que ce que je vous fais tous les ans. Je trouve que ça fonctionne bien, puis ça a l'air de vous plaire. Les différents coups de cœur que j'ai pu avoir l'année passée, je ne vais pas vous les résumer parce que je pars du principe que je vous en ai déjà longuement parlé, qu'il y en a 11, mais en fait je vais vous en présenter 10 parce que sur ces 11 là, il y a une duologie. J'ai eu un coup de cœur et pour le tome 1 et pour le tome 2. Si vous me suivez un tant soit peu, vous avez peut-être en tête de quelle duologie je veux parler. Mais du coup, ces deux livres, je vais vous les montrer en une fois. Voilà, donc ça va faire comme si je vous présentais 10 livres au lieu de 11 finalement. Je vais plutôt vous les présenter sous forme de catégories, comme par exemple, je sais pas moi, l'univers que j'ai préféré, l'écriture qui m'a la plus convaincue, le personnage principal qui m'a le plus marqué, voilà, ce genre de choses. Alors je commence par un coup de cœur, une lecture qui m'a énormément marquée dernièrement, mais de tous les coups de cœur que je souhaite vous présenter aujourd'hui, la lecture qui m'a paru la plus mignonne, la plus douce, c'est le tome 2 de la série Les Hathaway. Donc c'est une série de romances historiques écrite par Lisa Kleypas. Ça a été, comme j'ai pu vous le dire récemment, une lecture extrêmement réconfortante pour moi dans un moment où je me sentais pas très bien, où je me sentais un petit peu déprimée, un petit peu tristounette aussi. Et elle m'a fait énormément de bien au moral. Ça a été un petit peu comme un baume sur mon cœur meurtri, vous voyez. Donc voilà, ça a été vraiment la plus mignonne parce qu'on est dans un univers sympathique comme tout, parce qu'on est avec des personnages que j'ai appris à découvrir dans le tome précédent et qui me plaisent beaucoup. Donc on est dans un environnement cocooning, avec des interactions toutes plus jouissives les unes que les autres. Et c'est un tome 2 qui peut-être ne brille pas par son originalité, mais qui en tout cas a su me satisfaire en tout point. Dans la catégorie du début de série le plus prometteur, j'ai choisi de mettre le premier tome de la trilogie La Reine du Tearling. Donc c'est un livre qui est écrit par Erika Johansson et publié aux éditions J.C. Lattès. J'ai eu l'occasion de lire en 2019 le premier tome et le tome 2. J'ai été un petit peu déçue par le tome 2, mais en tout cas le premier tome a été un formidable coup de cœur. Il a tout à fait sa place dans cette vidéo et pour moi voilà, c'est vraiment le début de série le plus prometteur dans le sens où dès les premières pages j'étais ferrée par l'histoire, j'étais ferrée par l'écriture de l'auteur, j'étais ferrée par les personnages, bref, tout m'a plu, à commencer par le fait que l'héroïne, qui est une princesse, n'est pas forcément la princesse toute douce, toute mignonne qu'on attendrait qu'elle soit. Elle a un sacré caractère. C'est plus d'ailleurs un peu une anti-héroïne qu'une héroïne, dans le sens où même physiquement, voilà, elle a un physique plutôt ingrat. Elle est pas très douée aussi avec les gens et pourtant elle va réussir à se faire une sacrée place. Et asseoir vraiment son autorité sur son peuple grâce à sa détermination sans faille. Et j'ai trouvé que c'était un récit qui était vraiment très habilement écrit parce qu'il est très dynamique, à aucun moment on ne s'ennuie, on a toujours de l'action, pam pam pam, ça part dans tous les sens. Et je suis complètement tombée sous le charme de l'univers brossé par Erika Johansson et je suis sortie de ce premier tome complètement conquise. Alors je vous parlais de début de série prometteur, donc du coup dans la continuité, je vais vous parler de ce qui a été pour moi
la fin de série la plus réussie. En fait, tous les ans, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire une sélection des derniers tomes de séries trilogiques qui sont dans ma pile à lire pour pouvoir les lire au cours de l'année. Donc là, je pense que je vous tournerai bientôt cette vidéo-là. Et début 2019, j'avais donc fait ma petite sélection et j'avais vu qu'il me restait à lire le dernier tome du Protectorat de l'Ombrelle, donc une série écrite par Gail Carriger que j'adore et que je peux pas vous montrer physiquement puisque ça fait partie de mes livres qui sont restés en carton, donc paf, je vais vous mettre la petite image ici. Et pour moi, c'est clairement le livre et le coup de cœur qui a signé la fin de série la plus réussie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une série que j'ai appris à aimer avec le temps. C'est pas du tout une série que je me suis marathonnée. J'ai lu les tomes un petit peu par-ci, par-là, de temps à autre, quand j'avais le temps et quand j'y pensais. Mais à chaque fois, ça a été de super moments de lecture. C'est franchement une série haute en couleurs, très rigolote, parce qu'on a une héroïne absolument impayable, elle est très effrontée, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle a une personnalité mais bien trempée, et elle gravite autour de personnages tous plus farfelus les uns que les autres, et voilà, on a un petit noyau comme ça, très très savoureux. Et je me suis retrouvée à lire ce dernier tome tout en sachant très bien que c'était le dernier tome de la série et en mode absolument nostalgique. C'est-à-dire que j'ai savouré, j'ai profité en fait de ces derniers moments avec les personnages. J'aurais pas pu espérer un meilleur tome que celui-ci. Déjà, j'ai aimé le fait que pour une fois, ça ne se passe pas à Londres, ça se passe en Égypte, donc on a un petit côté des paysans très sympathique. Pour moi, ça a été une fin, mais qui a clôturé d'une manière magistrale la série. Ça pouvait pas mieux se finir que ça. Alors pour la catégorie suivante, c'est là où j'ai deux livres à vous montrer pour la même catégorie. C'est la fameuse duologie dont je vous parlais en introduction. Donc en fait dans la catégorie du coup de cœur, du livre qui a été le plus dynamique à mes yeux, je mettrais la duologie Aeternia, donc de Gabriel Katz. Ça y est, j'ai enfin découvert en 2019 la plume de Gabriel Katz. Alors je vais reposer le tome 2 pour pas avoir les deux livres à porter, mais clairement j'ai eu un coup de cœur et pour le premier et pour le deuxième tome. Et pour tout vous dire, le truc qui ne m'arrive mais jamais, 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 je me suis marathonné les deux livres habituellement. Quand je lis un livre et que j'ai la suite dans ma pile à lire, eh bien je laisse toujours passer quelques lectures, quelques mois, voire parfois quelques années, avant de lire le tome suivant. Mais là, arrivé à la fin de ce premier tome, je ne pouvais pas en fait, c'était pas possible, il me fallait la suite. C'est-à-dire qu'une page appelle l'autre et un tome appelle l'autre surtout. Donc ça n'arrêtait pas, je n'ai pas su où donner de la tête dans cette histoire qui est portée par deux héros absolument charismatiques. Ce sont des tomes compagnons. Dans le premier tome, on suit un personnage et dans le tome 2, eh bien, on en suit un autre, son compagnon de route. Et je ne saurais même pas vous dire lequel des deux tomes j'ai préféré. C'est à la fois drôle, c'est à la fois violent, c'est à la fois sanglant, c'est à la fois déjanté, c'est à la fois pertinent, c'est un mélange de plein de choses. Pour tout vous dire, ce livre m'a tellement fait forte impression que j'ai prêté les deux tomes en fait à mon grand-père, et il faut savoir que la fantasy c'est pas du tout le genre de prédilection de mon grand-père. Lui, ce qu'il aime, c'est les policiers et les thrillers. D'ailleurs, il m'en fait lire alors que c'est pas mon genre de prédilection à moi, mais moi quand je découvre quelques pépites comme ça, eh bien je lui dis tiens papy, il faut que tu lises. Et bien que ça n'a pas été son genre de prédilection, eh bien il a adoré les deux tomes et comme moi, il a eu du mal à les lâcher, tout simplement parce qu'il a aussi trouvé que c'était des livres ultra dynamiques qui se lisaient rapidement et qui se lisaient très bien. Donc je ne sais pas encore si tous les autres livres de Gabriel Katz sont faits dans le même moule, mais en tout cas moi j'en redemande quoi, donc j'espère que c'est le cas parce que j'ai d'autres livres maintenant de l'auteur en ma possession et qu'il me tarde de retrouver des univers comme ça avec des personnages assez incroyables et surtout une lecture où ça mitraille tout le temps. Alors quand on lit autant de romans, on a toujours des personnages qui nous marquent pour des raisons ou d'autres d'ailleurs, et le personnage principal qui m'a, on va dire, le plus marqué sur mon année 2019, eh bien c'est Keliana, donc c'est pour ça que je vous montre
le tome 2 qui est le tome de la série que j'ai eu l'occasion de lire l'année passée, qui a signé un beau coup de cœur. Le premier tome n'a pas été un coup de cœur parce que même si je l'ai adoré, je l'avais trouvé trop introductif. En tout cas, ce tome 2 a complètement gommé cette impression, c'est-à-dire que là dans le tome 2, on entre clairement dans le vif du sujet et ce tome 2 m'a permis de découvrir d'une autre manière l'héroïne qui s'esquissait un petit peu dans le premier tome mais qui était peut-être encore un peu trop effacée à mon goût, mais qui là se révèle de plus en plus. On en apprend beaucoup sur son passé, même s'il y a encore pas mal de zones d'ombre, mais on commence à découvrir beaucoup de ses facettes, beaucoup de sa personnalité, beaucoup de choses en elle qui m'ont énormément plu. J'ai trouvé que c'était une héroïne badass mais qui en même temps sait faire preuve d'empathie, sait faire preuve voilà, de compassion. Et elle m'a absolument fascinée, je l'ai adorée, j'ai adoré la suivre tout au long de ce tome 2 et c'est un peu comme pour Aeternia, arrivé à la fin de ce deuxième tome, j'avais très envie de lire la suite, mais là pour le coup j'ai su me freiner. J'ose espérer que 2020 signera ma lecture du tome 3 et peut-être un nouveau coup de cœur à la clé, hein, je l'espère de tout cœur. Et toujours dans les personnages, comme je vous parlais de personnages principaux, je vais maintenant vous parler de personnages secondaires. Les personnages secondaires qui m'ont le plus marqué dans l'un de mes coups de cœur de l'année 2019, ce sont les personnages secondaires du tome 8 de Charlie Davidson. Alors pareil que pour le Protectorat de l'Ombrelle, je ne l'ai pas encore sorti de son carton, je ne l'ai pas encore retrouvé. Et il faut dire que là aussi c'est un poche, donc j'ai plusieurs cartons de livres de poche qui sont tous bien compressés les uns contre les autres. Donc je vais vous mettre la photo du 8e tome de Charlie Davidson par là. Et je ne sais pas si c'est le plaisir de retrouver cet univers, c'est le plaisir de retrouver les personnages, mais en tout cas j'ai eu un beau coup de cœur pour ce tome 8 qui pourtant ne brille pas par son originalité ni par la qualité de son intrigue, hein. Je préfère être objective avec vous, c'est-à-dire qu'il y a d'autres tomes de cette série qui sont à mon sens peut-être meilleurs que le 8e tome au niveau de l'intrigue, mais j'étais dans un mood où j'étais tellement contente de retrouver tout ce petit monde que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 8. Voilà, entre retrouver l'univers et retrouver les personnages, parce que la particularité du tome 8, c'est qu'il se passe deux événements majeurs qui nous permettent de retrouver tout les personnages croisés plus ou moins longuement au cours des 7 premiers tomes de la saga. Donc on les revoit tous et j'étais un petit peu en mode fangirl, vous voyez, j'en pouvais plus, j'étais là en mode « Oh non, trop bien, il y a lui et Pierre, non, non !» Donc c'est pour ça que pour moi ça a été très facile de ranger ce livre dans cette catégorie-là, cette catégorie des personnages secondaires préférés, parce que je trouve qu'ils sont tous de qualité dans la série des Charlie Davidson, je les aime tous, je peux même pas vous dire ah non lui non, elle non, c'est voilà, c'est comme une petite famille virtuelle, vous voyez, ça me fait trop plaisir à chaque fois de passer un moment de lecture avec eux et je me languis déjà de pouvoir lire la suite. Alors dans la catégorie de l'univers et de la mythologie qui m'a le plus marqué au cours de mon année 2019, eh bien je mettrai le tome 2 de la trilogie de Laetitia Danaé, sa trilogie qui est je crois initiée. Là le tome 2 c'est asservi et c'est sorti aux éditions Snag. Donc l'année dernière je vous présentais déjà dans ma vidéo coup de cœur le premier tome et je suis très contente que du coup, eh bien, un an après, dans ce même type de vidéo, je puisse vous montrer la suite, à voir si en 2021, eh bien, je vous montrerai le tome 3 qui va sortir tout bientôt et puis que je viens de recevoir d'ailleurs surtout. Et en tout cas voilà, j'ai décidé de mettre ce livre dans cette petite catégorie de la mythologie la plus recherchée parce que je trouve que l'auteur a fait un super travail à ce niveau-là d'inventivité. Moi j'ai été complètement embarquée par son univers et par sa mythologie, j'ai adoré ce qu'elle a pu faire au niveau des loups géants, j'ai adoré ce qu'elle a pu faire au niveau des faées, de tout ce qu'elle a pu inventer en tant que magie à proprement parler. Et moi ça m'a complètement convaincue. Alors peut-être que en toute objectivité ce tome 2 est légèrement en dessous du premier tome, c'est ce qui transparaît hein, dans la majorité des avis que j'ai pu lire, au-delà de mon propre avis et de mon propre ressenti. Mais pour moi c'était quand même une très bonne suite, une excellente suite qui m'a valu un coup de cœur. Ça a été d'ailleurs mon tout premier coup de cœur de l'année 2019 et voilà un coup de cœur que j'ai eu je crois dès le mois de janvier, il me semble me rappeler. Et un an plus tard, je m'en rappelle encore très bien pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir vous dire que c'est une trilogie vraiment de qualité écrite par une auteure française qui est toute jeune
et qui a une plume déjà remarquable pour son âge. Alors je mettrais dans la catégorie de la construction narrative préférée le livre No Home de Yaa Gyasi. Je suis tellement heureuse d'avoir pu faire cette découverte l'année dernière. C'est pas un récit qui est écrit tel qu'on a l'habitude de lire des histoires. En fait, on part d'un arbre chronologique qui nous est montré tout au début du livre. Et cet arbre-là, eh bien, on le descend jusqu'à notre époque à nous. Donc c'est un livre qui va s'étaler sur une dizaine de générations. Et chaque chapitre va porter sur une nouvelle génération. En fait, on n'a pas le destin d'un personnage de sa naissance à sa mort, mais on a plutôt une tranche de vie qui nous est narrée d'un personnage tout en remontant comme ça dans l'arbre. Et le point de départ de cet arbre généalogique, eh bien, c'est deux sœurs africaines, une esclave et puis une qui va réussir davantage à tirer son épingle du jeu et qui vont chacune avoir des enfants, qui vont avoir des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc au départ, l'histoire débute en Afrique et puis elle va s'achever en Amérique. Et plus ça va aller, plus on va arriver à une période qui est plus ou moins contemporaine à la nôtre, donc ça va nous parler forcément davantage. J'ai trouvé que c'était un récit bouleversant, un récit très enrichissant, et puis oui, j'ai adoré cette construction narrative qui change tellement. Moi, ce que j'aime, c'est lire des récits comme ça qui sont différents. J'ai pas envie de lire un livre qui ressemble à 5-6 autres que j'ai déjà eu l'occasion de lire au cours de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prône l'innovation, je prône la singularité si c'est bien fait, et là en l'occurrence c'est extrêmement bien fait. Alors l'avant-dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est le coup de cœur que je peux mettre dans la rubrique un petit peu de l'ascenseur émotionnel. C'est celle de mes lectures qui m'a fait le plus vibrer en mode oh mon dieu c'est pas possible, ah oh mon dieu c'est trop bien, voilà. Donc c'est le tome 2 de la trilogie Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Donc c'est sorti aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. J'ai lu les 2 premiers tomes en 2019, mais seul le tome 2 a été un coup de cœur. Le premier tome a quand même été une très très bonne lecture, je tiens à le souligner. Mais je sais pas, le tome 2 avait quand même un petit quelque chose de plus qui m'a fait me mettre dans tous mes états. C'est pour ça que je vous parle d'ascenseur émotionnel. Et c'est donc pour ça qu'il rejoint cette vidéo et cette catégorie aujourd'hui. Donc en fait c'est un récit post-apocalyptique dont j'ai eu largement et longuement le temps de vous parler dans d'autres vidéos et d'autres posts Instagram. Mais pourquoi est-ce que je vous parle d'ascenseur émotionnel? C'est parce qu'il se passe des choses dramatiques dans cette histoire, on est tout le temps en train de faire preuve d'empathie envers les personnages, envers ce qu'ils vivent, parce que franchement ce qu'ils vivent, eh ben, c'est pas coton. Il y a des scènes un petit peu gore, je dirais, dans ce livre. Dans le premier aussi, hein. Encore une fois, on a l'impression que quand tout espoir n'est plus permis, quand tout semble fini, et finalement vous avez quand même une petite lueur au bout du tunnel qui vous fait dire que oh non c'est bon, ils vont quand même y arriver, et puis pam, un nouveau coup du sort où vous dites non mais les pauvres, non c'est pas possible. C'est le récit des montagnes russes, donc il faut avoir le cœur bien accroché quand on lit cette trilogie. D'ailleurs, le tome 3 est sorti en novembre si je ne m'abuse, il faut que je me le procure au plus vite parce que je veux le fin mot de cette histoire. Et je termine cette vidéo et puis le recensement de tous mes coups de cœur de l'année passée par le livre qui a été pour moi le livre choc de mon année 2019, le livre coup de poing de mon année 2019. C'est Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc c'est de Martha Hall Kelly, c'est sorti aux éditions Charleston. Et cette lecture me restera très très longtemps en tête. Donc c'est un récit historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui évoque le destin de 3 femmes, dont l'une d'elles, une Polonaise, qui est détenue dans un camp de concentration. Et pourquoi est-ce que je vous parle du livre choc? C'est parce qu'on a toute une partie très très documentée, tirée de faits réels. Même si cette héroïne en particulier est un personnage fictif, eh bien ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'on peut imaginer que d'autres femmes, plein d'autres femmes, tellement d'autres femmes ont vécu pour de vrai. Et le fait de savoir ça, eh ben ça vous fout un sacré coup au moral en fait. J'ai lu ce livre en mode mais quelle horreur quoi, quelle horreur, ça vous fait vraiment plonger dans tous les affres du passé, dans tout ce qu'il y a de pire dans notre histoire. Mais c'est aussi un devoir de mémoire, c'est un devoir de documentation et c'est clair qu'on ne lit pas ce livre pour se fendre la poire ou se changer les idées, on lit ce livre pour se documenter,
parce que tout n'est pas que fictif dans cette histoire, hein. Il y a des personnages qui ont réellement existé et il y a plein de choses sur lesquelles l'auteur s'est énormément documenté pour coller au plus proche de la réalité et notamment au plus proche de la réalité des camps de concentration. Et voilà, ça a été vraiment mon livre le plus poignant, mon livre que j'ai ressenti vraiment comme un coup de poing l'année dernière et qui me marquera mais pendant très 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 longtemps. Mais en tout cas, même si c'est pas une lecture très gaie, et c'est une lecture que je qualifierais d'essentielle et que je ne peux que chaudement vous recommander. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Donc vous avez pu voir, après avoir fait le point sur mes différents coups de cœur de l'année 2019, que comme d'habitude, il y a beaucoup de récits de l'imaginaire, de récits de fantaisie, etc. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ce que je préfère par-dessus tout lire. Mais il y a quand même 2 récits historiques qui m'ont fortement marqué en 2019 et ça c'est plutôt très chouette. J'espère en tout cas que pour vous 2019 aura été aussi une jolie année de moisson livresque comme ça, que vous avez fait de très belles découvertes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les quelques livres qui vous ont le plus marqué l'année dernière. Voilà, ça m'intéresse parce que je partage avec vous mes coups de cœur. Mais j'aimerais bien aussi connaître les vôtres parce que qui sait, ça peut aussi me faire des recommandations livresques et voilà, le partage c'est vraiment ce qu'il y a de plus chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!